sont désormais hors d'état de nuire. Il s'agit de présumés malfrats alimentaires, un coup de filet de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako qui vient justement de procéder à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus. Les détails dans cette édition avec Benogo Fofana. Nos dossiers en 5 du président général d'armée Assimi Goïta vont mettre en exergue les acquis des départements des affaires religieuses et celui de la culture. Ce soir, rien qu'en décrétant 2025 année de la culture, l'attachement qu'accordent les autorités à ces artistes a été véritablement prouvé. Mieux, l'organisation du Hajj durant les 5 dernières années a donné une nouvelle image à nos compatriotes dans l'accomplissement du 5e pilier de l'islam. Les commentaires seront de Tchemoro Konaté et de Cheikh Oumar Sangari. C'est la diva Ami Koïta, alias Jelly de Finesse, qui est la marraine du mois de septembre dans cette année de la culture. Ami Koïta, c'est une voix, une carrière, une vingtaine d'albums et un engagement sans faille. Pour l'émergence de la musique mandingue, Cheikh Oumar Sangari nous amènera sur les traces de la native de Badougou Djoliba. Les médecins se penchent ce soir sur un problème de santé méconnu du grand public. Il s'agit de l'andropause, définie comme un déficit hormonal généralement lié à l'âge. L'andropause touche particulièrement les hommes dont l'âge se situe dans la quarantaine et plus. C'était là le sommaire. Bonsoir à tous. Nous sommes le 1er septembre à Koulouba. La tradition a été respectée par le chef de l'État. La cérémonie de montée des couleurs tenue donc sous le regard attentif du général d'armée Assimi Goïta. Les couleurs nationales ont été hissées avec solennité, marquant le début du mois sous le sceau du patriotisme. Et cette cérémonie était un appel à l'unité, un rappel des valeurs fondatrices du Mali et un geste fort pour raviver chez chaque citoyen le sens du devoir, de la discipline et du respect des symboles de la République. C'était donc ce matin à Koulouba. La montée des couleurs. Sous la présidence du chef de l'État. La même solennité régnait à la primature ici à la base autour du chef du gouvernement, le général de division Abdoulaye Maïga, les membres de ces deux cabinets, les chefs de service rattachés à la primature, le gouverneur du district de Bamako, l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel de la primature. Tous ensemble, ils ont entonné l'hymne national avec les pionniers. Ce matin, à la primature. La cérémonie de montée des couleurs. Le chef du gouvernement entouré des membres de ces deux cabinets, les chefs de service rattachés à la primature, le gouverneur du district de Bamako, l'agent chargé d'expédier les affaires courantes de la mairie du district de Bamako, les forces de sécurité et le personnel de la primature. C'était ce matin. Suite de la présentation de la vision Malikoura Nyeta Siraka Bensan Baflani Bioroma, ce matin, le ministre de l'économie et des finances, Aoulisseini Sanou et son staff étaient face aux responsables des autorités administratives indépendantes. Aoulisseini Touré nous fait le point. La vision Mali 2063 est issue de l'application des recommandations des Assises nationales de la refondation, lesquelles recommandations suggèrent que notre pays, disposant d'énormes atouts pour son développement, ne doit point souffrir de sous-développement. Ces mêmes recommandations regrettent l'absence d'une vision prospective et de plans de développement adaptés à nos réalités. C'est donc fort de cela que le département, sous l'impulsion du président de la transition, a élaboré ce document dans une démarche prospective et inclusive. Il embrasse tous les domaines. 11 projets prioritaires ont été retenus. Quand nous avons eu l'aval des plus hautes autorités, la chose à faire, c'était donc de constituer une équipe. Donc on a constitué cette équipe. D'abord, on a mis dans cette équipe un point focal dans tous les ministères. Tous les ministères étaient représentés. Il y avait le patronat, la chambre des commerces, l'APECAM,
toutes les fêtières étaient également représentées et nous avons fait appel à 2 experts maliens qui avaient même travaillé à l'époque sur le Mali 2025. Donc ces 2 experts se sont ajoutés et on a mis un comité de pilotage technique qui a travaillé donc sur des documents. Une fois qu'on a préparé ces documents, il était important de passer également dans chacune de ces structures pour aller expliquer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on a écrit, où est-ce qu'on est en train d'aller. Donc il y a eu des échanges encore et puis on a reçu les observations, les commentaires et les critiques donc, de ces structures telles que le patronat, la chambre des commerces, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers. Donc eux tous ont contribué, la société civile ont tous contribué, ont apporté des éléments de correction encore à la note qui a été retravaillée jusqu'à ce que nous ayons cette vision. Au-delà de ça, on s'est associé les services de l'Institut géographique du Mali, l'IGM, qui nous a fait un atlas cartographique, qui n'est d'ailleurs pas totalement fini encore, qui donne la situation du pays à chaque étape. On a une carte du Mali en 2023 avec l'ensemble des secteurs, transport, agriculture, énergie, élevage, pêche, éducation, santé. Et on projette une carte en 2033, une carte en 2043, une carte en 2053, une carte en 2063. L'exposé du ministre a suscité un vif intérêt au sein du groupe des autorités administratives et indépendantes qui ont exprimé leur adhésion à l'ensemble de ces dispositions. Aussi, ils ont formulé des idées d'amélioration du projet dans son ensemble et dans leurs domaines respectifs. Les autorités administratives indépendantes interviennent dans des domaines spécifiques que vous connaissez et chacun dans son domaine a pu apporter sa contribution en donnant des éléments d'explication, sinon de l'intérêt que nous avons pour ce document essentiel, mais aussi nous avons réaffirmé, nous avons affirmé et réaffirmé chacun en ce qui nous concerne notre disponibilité à accompagner les pouvoirs publics, accompagner l'État du Mali, à accompagner notre pays pour assurer de façon coordonnée, de façon harmonieuse toutes ces dispositions qui sont en train d'être prises et qui feront nécessairement que le développement économique de notre pays ne se fera plus sur un pilotage à vue. Le développement sera assuré et sera fondé sur des axes qui seront déterminés, des perspectives qui sont connues, qui vont être explorés et des moyens conséquents aussi que le pays va pouvoir mobiliser pour les mettre dans la prise en charge de toutes ces questions. La vision Mali 2063 est envisagée selon 3 scénarios. Un premier scénario très optimiste intitulé Malikoura où tout se passerait comme prévu. Un second scénario dit de la déception ou Djigimafa et un troisième scénario dit de l'inacceptable ou Ante, c'est à quoi les concepteurs se refusent complètement. Et nous ouvrons la série de bilan des 5 années de présidence du chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, avec le parcours du département des affaires religieuses, du culte et des coutumes. Au titre des 5 dernières années, l'organisation du Hajj affiche un nouveau visage. Il en est de même pour le pèlerinage chrétien. Parallèlement, le département mène des campagnes de sensibilisation pour l'apaisement du climat social. Des initiatives adossées à des textes réglementaires, nous dit Tchemoro Konati. C'est un département stratégique né d'une volonté politique, celle de répondre à certaines exigences du moment. Exigences qui se résument à la réglementation des questions religieuses et à l'apaisement du climat social. Il s'agit du ministère des Affaires religieuses, du culte et des coutumes qui a élaboré des textes, notamment ceux relatifs à la mise sous tutelle du secrétariat permanent de lutte contre l'extrémisme violent qui a donné naissance à plusieurs cellules, ce qui a permis au département de peser de tout son poids dans la balance des sensibilisations. Parmi les actions ayant contribué à l'apaisement du climat social, l'organisation des matchs de football entre les sunnites et les soufis, reconnaissance du mérite. Les acteurs qui se sont distingués par la qualité de leur travail se sont vus décerner des médailles. Pour étayer cette dynamique, le département a accordé une place de choix à la formation des imams. Dans ce sens, le Mali a bénéficié de 700 bourses issues de la coopération bilatérale avec le Maroc. Les initiatives entreprises au sein du département se sont élargies aux lieux de culte. De nombreuses mosquées et églises ont été dotées en forage pour faciliter l'approvisionnement en eau potable. Autre texte élaboré en vigueur, celui relatif au Hajj.
Cet autre texte confère depuis un certain temps à la Maison du Hajj la plénitude du privilège d'organiser le 5e pilier de l'islam. Pour permettre aux fidèles musulmans de l'accomplir conformément aux préceptes établis, la première mesure s'appelle l'anticipation, une innovation majeure introduite par la Maison du Hajj courant 2025. La structure est appuyée dans cette démarche par la partie saoudienne qui a effectué en octobre 2024 ici au Mali une mission préparatoire. Le cadre d'échange initié pour l'occasion, une première dans l'histoire, a vu la participation de plusieurs pays d'Afrique en plus du Mali. Il s'agit du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry, du Sénégal, du Togo et du Congo-Brazza. Occasion pour la partie saoudienne de recenser les préoccupations et les difficultés tributaires, notamment du remplissage des formalités, des conditions d'hébergement et de transport des pèlerins. Pour cette édition 2025, ils étaient plus de 13 000 fidèles maliens à aller accomplir ces devoirs religieux. Chacun d'eux a reçu une formation avant de recevoir des conseils. Ces pèlerins étaient encadrés par 150 délégués, tous genres confondus et répartis en différentes sous-commissions. Des délégués qui ont eux aussi reçu des conseils du directeur régional Dr Abdel Fattah Sissi avant de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Il s'agit par exemple des exigences du pays d'accueil et des règles qui sous-tendent le déroulement du Hajj auquel chaque pèlerin est tenu de se plier. Ces innovations introduites ont été possibles grâce à l'ouverture de 14 directions régionales, alors que le processus de dotation des autres régions est en cours. L'anticipation des préparatifs ayant produit son effet, la Maison du Hajj a aussitôt lancé la nouvelle campagne. C'était le 14 juillet dernier à la faveur d'une cérémonie initiée pour la circonstance. Pour cette nouvelle campagne, la Direction générale a élaboré un plan d'action prenant en compte la formation continue des futurs candidats. Parlant du pèlerinage chrétien, il bénéficie de l'accompagnement sans conteste du département. Il en est de même pour les fêtes religieuses, en l'occurrence Noël et Pâques, auxquelles le premier responsable du département, le Dr Mahamadou Kone, participe pour porter la voix du gouvernement, comme c'est le cas aussi à l'occasion de Maouloud. Ces différentes initiatives entreprises au sein du département s'inscrivent dans une démarche inclusive et participative à la conduite des affaires, conformément aux orientations données par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Et toujours en termes de bilan des acquis de la gouvernance générale d'armée Assimi Goïta, ils sont multiples pour le secteur de la culture, de l'artisanat et du tourisme. À titre d'illustration, rien qu'en 2025, décrété année de la culture, des actions et initiatives sont regroupées en projet Culture Mali 2025. Ceci pour inculquer nos valeurs à la jeune génération, promouvoir les talents et les créations artistiques et repositionner l'image du Mali sur la scène mondiale. Tous les secteurs de la culture sont concernés et les actions sont futuristes. Le commentaire est de Cheikh Oumar Sangari. 2025, année de tous les espoirs pour le secteur de la culture malienne. D'abord, avec l'arrivée d'un fin connaisseur à la tête du département de l'artisanat, de la culture, de l'industrie hôtelière et du tourisme. Ensuite, avec le contexte de réaffirmation identitaire. Et enfin, avec la proclamation de 2025 comme année de la culture par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Les actions et initiatives de l'année 2025 sont regroupées en projet Culture Mali 2025 qui vise à inculquer nos valeurs à la jeune génération, à promouvoir les talents artistiques et à repositionner l'image du Mali sur la scène internationale comme le veut le président de la transition. Le ton des actions de l'année en cours fut donné par la mise en œuvre du décret portant dénomination des voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Ainsi, 11 boulevards, 15 avenues, 5 rues, une place publique et 3 établissements publics ont pris les noms des héros nationaux et la cérémonie de baptême fut présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, à la place de la Confédération des États du Sahel, AES. Dans le souci de faire un diagnostic complet du secteur afin que les initiatives répondent aux préoccupations, les états généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme furent organisés du 9 au 11 janvier 2025 au CICB. Ce qu'on a appelé Bamako Fugaba a réuni plus de 350 participants et abouti à 89 recommandations qui ont été remises au chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta.
L'année de la culture, c'est aussi de l'éducation aux valeurs avec l'espace de débat Faso Barokene et le forum d'initiation intitulé Faso Shifinso. Pour une industrie culturelle performante, il faut des artistes sous protection sociale. Ainsi, dans un pragmatisme sans précédent, le ministre Daffé et son équipe ont lancé, en collaboration avec l'INPS, l'AVOC. Entendez par là assurance volontaire pour la culture. Les adhérents qui sont du secteur privé bénéficieront d'une couverture médicale AMO, d'une pension de retraite, d'allocation familiale avec des modalités de paiement flexibles. Pour établir un pont entre culture et développement à la base, le département initie les ILP ou Initiatives locales pour la promotion du patrimoine Sigida Nyeta. Il s'agit de former, coacher et financer pour aider les bénéficiaires à développer davantage leurs initiatives locales en faveur du patrimoine culturel. 10 pôles régionaux pilotes sont concernés dans un premier temps. Le ministre Mahmoud Daffé prône l'inclusion au bénéfice de l'ensemble des acteurs. C'est ainsi que du côté de l'artisanat, on note surtout la labellisation des produits de l'artisanat textile avec le concept Label Mali et le renouvellement des mandats des chambres de métiers et de l'APCMM. Pour le secteur touristique, les actions vont porter sur la mise en valeur du site du parc des Sofas à Dogodouma, la création d'une école supérieure du tourisme et la relecture des décrets portant transfert de compétences. Aussi, la dynamique du retour des touristes internationaux est maintenue. En collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le ministère en charge de la culture entend jouer pleinement sa partition dans la mise en œuvre de la stratégie de diplomatie culturelle du Mali. Dans ce cadre, l'une des actions fortes sera la création du Cercle des ambassadeurs pour les arts et la culture du Mali, CACM. Au niveau confédéral, la politique culturelle commune est en marche et vise à renforcer la résilience des populations des États de l'AES par le biais de la culture. Le document a été signé le mardi 4 février 2025 à Ségou par les ministres de la Culture de l'espace AES au cours de la première semaine de la fraternité de l'AES que Ségou a abrité. Déjà, plusieurs conventions ont été signées dans ce sens. Les 7 et 8 mai 2025, Bamako a abrité les travaux d'élaboration de l'hymne de l'AES. L'hymne en question a été validé par les ministres en charge de la culture et présenté au président des États de l'AES sous le leadership du ministre Daffé. Année de la culture oblige, le département participe presque à toutes les rencontres culturelles et artisanales et il s'ouvre davantage aux gardiens de la tradition. En termes de perspective, on peut citer l'opérationnalisation du Maliwood pour la relance, le rayonnement et la réalisation d'infrastructures du cinéma et de l'audiovisuel, la création de la Cité des Arts de Bamako, l'organisation du Festival Triangle du Balafon et de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. Et pour compléter ce dossier, ajoutons que les artistes mouillent réellement le maillot pour que cette année de la culture soit une véritable réussite. Je vous signale que chaque mois, le département porte son choix sur l'un d'entre eux pour qu'il parraine les activités du 10 mois. Et tenez-vous bien, c'est la diva Ami Koïta, alias Djeli de Finesse, qui a été choisie marraine du mois de septembre. Ai-je besoin de vous rappeler qu'Ami Koïta, c'est une voix, une carrière et surtout une vingtaine d'albums et un engagement sans faille pour l'émergence de la musique madeng. Cheikh Oumar Sangaré Tchédje Camara nous amène sur les traces de la native de Badougou Djoliba, l'ex-sociétaire de l'ensemble instrumental national qui fait partie des artisans de l'évolution de la musique malienne. J'étais très jeune quand je chantais Aminana Iniwati. C'est le titre qui m'introduisait sur la scène. Depuis, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Mais Ami garde encore un bon timbre vocal avec des compositions qui marquent la mémoire collective des mélomanes.
Simba est une chanson de mon village maternel, Kirina, situé à 40 km de Bamako. C'est une berceuse dans laquelle on dit « Quand j'aurai un enfant, je le donne le nom d'un Famoro ou Nanyuma selon le sexe. » Ami Koïta a vu le jour au début des années 50 à Badougou Djoliba, non loin de Bamako. Elle est la fille de Bengali Fodé Koïta, grand gardien de la tradition, et sa mère vient de Kirina, localité mandingue historiquement célèbre. Alors, Ami est une griotte mandingue de souche, formée au sein de 3 grandes écoles. D'abord, celle de sa mère, où elle a appris les chants et les fluctuations vocales importantes pour une cantatrice. Ensuite, celle de sa grand-mère, dans laquelle elle a appris la socialisation et le respect de la tradition. Enfin, Ami est passée par l'école de son oncle maternel Wakamisoko, auprès duquel elle a appris l'histoire mandingue en harmonie avec l'art du son. Forte de ses enseignements, Ami Koïta possède une inspiration fertile. Le répertoire national est inépuisable. Devant une situation de joie ou de tristesse, je trouve l'inspiration. À 17 ans, Ami Koïta intègre l'ensemble instrumental national du Mali avec lequel elle fait de grandes tournées et découvre de grandes scènes. C'est au sein de cette formation nationale qu'elle fait son premier enregistrement studio à Radio Mali. Nous sommes en 1976. Un an plus tard, au Festival des Arts Nègres à Lagos au Nigeria, Ami s'est fait remarquer aux côtés des grandes voix d'Afrique comme Sorikan Kouyaté de la Guinée. Peu de temps après, elle quitte l'ensemble instrumental national pour une carrière solo afin de mieux exprimer son talent. Elle fut une des premières griottes de l'époque à aller au-delà des productions commanditées par des privés, les Djatigi. Ainsi, elle sort en 1978 sa première cassette intitulée Néné Dao. C'est parti pour une longue série de productions pour l'une des pionnières de la musique moderne à programmation au Mali. Cependant, Ami a toujours un penchant traditionnel. Quel qu'en soit le jeu, j'introduis le ngoni, le bala et la koura pour avoir une gamme traditionnelle. Bomboli Nyare, Nakan, Tatasira, Moridjo, Concorde Gaye, Mamaya, bref, dans sa carrière, Ami Koïta enchaîne les hits et prend les sobriquets Djeli de finesse. Je dois avoir plus de 20 albums et il y en a qui sont inachevés. La cassette fait peu profiter de nos jours, mais cela ne me décourage pas et je demande aux autres artistes de ne pas se décourager. C'est une grande cantatrice devant l'Éternel. Mesdames et messieurs, on va se mettre debout pour accueillir Maman Ami Koïta. Sur les grandes scènes de la world music, Ami Koïta exprime le Mali et sa voix limpide rassemble les fans de la musique mandingue. La musique m'a fait voyager de par le monde et à plusieurs reprises. À chaque fois, on me donne une distinction. Et oui, des distinctions, Ami Koïta en a à revendre et elle fait partie des premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture
Cette fervente défenseuse de la culture mandingue en général et du Djelia en particulier se réjouit du choix porté sur elle comme marraine du mois de septembre de l'année de la culture. Je suis très contente et je sais que mes fans et mes djatiki le seront aussi. Je formule des bénédictions pour nos autorités. À coup sûr, Ami Koïta est un symbole de la sagesse mandingue, de la créativité féminine et du conservatisme des griots du Mandé. Et c'est avec grand plaisir qu'on la verra pendant tout ce mois de septembre, la diva Ami Koïta. Merci, Cheikh Oumar Sangari. Le département de la sécurité a désormais sa salle de sport, de documentation et d'archivage. La cérémonie d'inauguration était présidée par le ministre de tutelle, Mamadou Fane. Reportage. La victoire commence dans l'esprit et un adage disait qu'un esprit sain grandit dans un corps sain. Voilà comment on peut résumer la double inauguration des deux infrastructures par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Il s'agit tout d'abord d'une salle de sport entièrement équipée et financée sur budget national. Cette salle entièrement équipée et financée sur fonds propres était attendue et même très attendue. En tant que militaire, la pratique du sport régulièrement est un coefficient très élevé de notre quotidien. Je n'insisterai donc jamais assez sur cette vérité élémentaire et voudrais donc engager chacune et chacun à la volonté et au courage de fermer son ordinateur, de fermer un dossier, d'interrompre une activité pour faire un détour par la salle de sport. La deuxième infrastructure inaugurée par le général de division Daoud Ali Mohamedine est la salle de documentation et d'archivage, un lieu important pour la mémoire du département. L'unité de documentation et d'archivage est par excellence le lieu qui stocke, conserve et transmet le fruit de notre travail intellectuel. Elle est le témoignage le plus éloquent de notre passage ici-bas au service d'une administration, mais toujours de la nation, à l'effet de permettre à nous-mêmes d'abord, puis à ceux qui vont nous succéder. L'inauguration de ces deux infrastructures procède de la volonté des autorités de la transition de créer les meilleures conditions d'épanouissement physique et intellectuel du personnel. Il s'agit donc d'augmenter leur productivité et leur efficacité indispensable à l'exécution de leurs tâches. Ils sont désormais hors d'état de nuire. Je vous parle des présumés malfrats évoluant dans le domaine de l'alimentaire. Un coup de filet de la direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako qui vient justement de procéder à la fermeture d'une usine clandestine de production de jus. Située sur la rive droite du district de Bamako, l'entreprise en question ignorait royalement toute la réglementation à la matière. On peut dire que c'est une chose terminée aujourd'hui grâce à la vigilance de la DRCCC. Plus de détails avec Benoro Fofana et Siriki Balou. La direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence du district de Bamako frappe un grand coup en fermant une unité de production clandestine de jus sur les bases du renseignement. L'usine en question est située à Djanegela, en commune sud du district de Bamako. Cette structure produisait et écoulait des jus sur le marché malien sans aucune analyse. C'est dans le cadre de la surveillance du marché que nos équipes ont constaté la présence d'une unité clandestine de production de boissons. Donc lorsqu'ils ont constaté la présence, ils ont demandé aux promoteurs vraiment de donner les agréments, les autorisations pour pouvoir mener une telle activité. Donc après les discussions, le promoteur n'a pas pu vraiment donner ces papiers-là. C'est la raison pour laquelle nous avons procédé à la fermeture des dites unités. Face à cette situation, la DRCC en tant que sentinelle s'engage à retirer du marché ces boissons déjà écoulées afin d'assurer la sécurité des consommateurs.
consommateurs. Déjà, nos équipes sont déjà déployées sur le marché. Donc, tous ceux qui sont déjà sur le marché, nos équipes vont continuer à travailler dans les circuits de distribution pour pouvoir retirer ces produits-là qui sont sur le marché. Parce que ces produits-là ne sont pas du tout bons pour nos consommateurs. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment les éléments pour pouvoir dire que vraiment ce produit-là est de bonne qualité. C'est la raison pour laquelle on va retirer ces produits-là sur le marché. Et puis, nous demandons aussi aux commerçants qui détiennent un stock important de ces produits-là de les déclarer auprès de nos structures. Nous sommes dans toutes les communes du district de Bamako. Nos structures sont dans ces différentes communes, donc ils peuvent aller les déclarer auprès de nos services régionaux pour qu'ils puissent vraiment procéder au retrait vraiment de ces produits-là. En plus de nuire à la santé publique, ce genre d'unité de production échappe en toute illégalité aux différentes taxations. Donc un manque à gagner pour l'État. Les fauteurs seront exposés vraiment à des sanctions. Les sanctions peuvent être financières, ils peuvent avoir des poursuites judiciaires. Donc c'est une situation très grave. Ce genre d'unité nuit véritablement à l'économie nationale parce que c'est de la concurrence déloyale. Il y a des opérateurs qui se sont mis en règle. Vous savez, se mettre en règle, cela nécessite des coûts. Donc ceux qui se mettent en règle, ils paient les taxes, ils paient les impôts à l'État, et ceux qui viennent clandestinement produire vraiment, et ils n'ont pas de coûts. Donc ils peuvent concurrencer, prendre les parts de marché de ceux qui se mettent en règle. Cet exploit engendré par Fousséni Bamba et son équipe est un signal envoyé aux autres clandestins pour dire qu'ils sont dans le collimateur de la DRCC. Ils n'ont que pour intérêt de se mettre en règle en abandonnant toute pratique malveillante. Innov Mali salue, félicite et encourage l'excellence au féminin. Au compte de sa deuxième édition de Femmes d'Impact, l'agence a su mettre en relief le savoir-faire des femmes maliennes qui arrivent à se démarquer dans différents domaines d'activité afin de pouvoir significativement impacter sur le développement de notre nation. Votre télévision nationale n'a pas été oubliée. Innov Mali croit au talent féminin qui l'anime, d'où des distinctions en leur faveur. Je m'arrête là. Mantia Traoré nous raconte le déroulé de la soirée présidée par une autre femme d'impact, en la personne de Madame le ministre de l'Entrepreneuriat, Oumou Salsek, qui avait à ses côtés un parterre de personnalités. Cette année encore, les trophées ont distingué plusieurs femmes issues de domaines aussi variés que la culture, la politique, les médias, l'impact social, l'entrepreneuriat, le sport, la couture, la beauté, le bien-être et bien d'autres. Sélectionnées à l'issue d'un panel rigoureux, les lauréates ont été distinguées pour leur courage, leur détermination et leur engagement dans la société. L'objectif, c'est de vraiment mettre en lumière des parcours de femmes inspirantes et inspirer la jeune génération et surtout rassembler les femmes autour de l'essentiel. Cette année, nous avons reçu le Sénégal comme pays invité d'honneur. La soirée n'a pas seulement été un espace de distinction, elle a également été un moment festif, rythmé par des prestations artistiques. C'est une immense joie et je place ce trophée dans deux cadres précis. Le premier cadre, c'est un cadre d'honneur. Ça fait honneur de savoir qu'on est remarqué dans le travail qu'on fait au quotidien, parce que ce travail, on le fait pour le grand public, et être remarqué et être récompensé, ça ne fait que plaisir. Le deuxième cadre, ça c'est un cadre que j'appellerais un cadre poids. Parce que déjà, quand on a un trophée, il faut tout faire pour ne pas décevoir. Écoutez, je suis toute contente. Je suis femme d'impact. C'est une distinction qui est un privilège et un honneur pour ma personne. Et ce prix, je le dédie à ma mère, Amisso Traoré, qui était réellement une femme d'impact parce qu'elle a su impacter sur ma vie. Aujourd'hui, la femme que je suis, surtout la femme journaliste que je suis devenue, elle a beaucoup travaillé sur ça et je peux le dire aujourd'hui, c'est grâce à son éducation où je suis arrivée là où je suis aujourd'hui. Mais malheureusement, elle n'est pas là pour vivre cette belle aventure avec moi. Donc ce prix-là, je lui dédie ce prix-là. Et à toutes les femmes du Mali. Ce prix, ce n'est pas seulement une reconnaissance personnelle, mais celle de toute l'équipe. Mon équipe, la team Lala du Grain de Midi. Quand le travail que nous faisons quotidiennement est apprécié par le peuple malien, ça ne peut que nous honorer, vraiment. Le message que j'ai à lancer, c'est quoi? Les femmes, ils n'ont qu'à croire à leurs rêves, ils n'ont qu'à croire en elles.
dans la vie, tout est possible. En 2 éditions seulement, Femmes d'Impact s'impose comme un rendez-vous annuel incontournable. Et sur un tout autre plan, l'ISPRIC abrite depuis ce lundi matin les épreuves du diplôme d'études comptables et de gestion financière. Il s'agit d'un programme de formation organisé par l'UEMOA, un examen communautaire organisé simultanément dans l'espace UEMOA en partenariat avec l'Ordre des experts comptables. Pour cette session, ils sont 72 candidats, nous informe Bokari Koulibaly. Lundi 1er septembre 2025, il est 8 heures précises à l'ISPRIC. Dans 2 salles de l'établissement, l'ambiance est studieuse. De futurs experts comptables planchent sur les épreuves du diplôme d'études comptables et de gestion financière d'ECOGEF, un examen communautaire initié par l'UEMOA. Cette session regroupe au Mali 72 candidats. C'est ma 2e fois de participer à ce concours parce que l'année dernière, on avait fait des anticipations en économie et en anglais. Mais c'est ma première fois de participer à un examen en droit des entreprises. L'objectif de ce diplôme, c'est vraiment d'avoir des professionnels comptables de même niveau dans les 8 pays afin de faciliter l'intégration et la mobilité de la profession au sein de notre espace. Organisé en partenariat avec l'Ordre des experts comptables, ce diplôme occupe une place stratégique pour la profession et pour l'UEMOA, au regard de son rôle dans la promotion des compétences et l'accompagnement du développement économique de la région. Nous constatons une évolution par rapport aux candidats. À la date d'aujourd'hui, je peux dire que 20% en tout cas de la profession d'experts comptables est constituée des sortants du DECOFI. Donc c'est que vraiment nous notons une amélioration importante par rapport aux années initiales. Ma présence ici est double. D'abord pour encourager les candidats qui ont choisi un métier qui n'est pas facile, parce que c'est un métier dont l'objectif est de certifier la qualité de l'information financière. Donc j'ai trouvé les candidats très motivés et ça nous rassure. Deuxièmement aussi, c'est déjà d'exprimer toute notre gratitude de la commission de l'UEMOA à l'ensemble des parties prenantes pour la pérennisation de ce diplôme qui a été initié depuis 2000. Cette année, l'ISPRIC sert de centre agréé pour l'organisation des épreuves. Celles-ci se déroulent simultanément dans l'ensemble des pays de l'Union, conformément à la volonté d'harmonisation de la formation et de la certification. À la fin des épreuves du DECOGEF le 15 septembre, débutera l'examen du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité d'ESCOGEF et qui devra s'achever le 28 septembre. Le projet Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux officiellement lancé dans la région de Badjangara, Agibou Koulibaly nous en parle. Après Ségou et Mopti, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, pose ses valises sur les falaises de Bandiangara, une initiative qui vise à renforcer les chaînes de valeur alimentaire locale à travers la formation des jeunes, l'appui à la transformation et la mise en réseau des acteurs. Pendant les années sombres vraiment du pays de Gom, WASAS en 2017, fut la première ONG humanitaire à venir au secours et au CV des populations déplacées, également des populations hautes de Bandiagara. En exposant les grandes lignes du projet, les intervenants ont souligné que TISAL se veut à la fois ambitieux, innovant et porteur d'espoir pour la région de Bandiagara. Ce projet d'un budget global de 7 milliards 71 millions 216 460 francs CFA est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement, BMZ, pour une durée de 52 mois. Cet événement marque une étape importante dans notre engagement commun pour un développement durable, équitable et résilient dans une belle région de Badjangara, pleine d'atouts et de potentialités. Ce projet se distingue par une approche intégrée, participative et inclusive. Il vise à renforcer les capacités locales à travers des formations, la construction et la réhabilitation des infrastructures agropastorales et des habits ciblés. Promouvoir l'innovation grâce à l'implication des acteurs comme Humanité et Inclusion, DONAP et certains instituts de recherche appliqués comme l'IR, ICRISAT ou ICRAF.
Avec une durée de mise en œuvre allant jusqu'en décembre 2028, le projet TISAL, Transformation inclusive des systèmes alimentaires locaux, ambitionne de transformer les systèmes alimentaires locaux dans 30 communes du centre du Mali en misant sur la durabilité, l'inclusion et la résilience. Au Niger, 16e édition du prix de l'excellence organisée par l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, Toudjani Oumarou et Suleiman Boubacar, compte rendu. Promouvoir et célébrer l'excellence est désormais une tradition pour l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi, à travers les prix de l'excellence qu'elle a initiés depuis 2008 et qu'elle organise chaque année en vue de récompenser les meilleurs élèves au baccalauréat professionnel. Pour cette 16e édition du prix de l'excellence, l'événement s'est déroulé dans une ambiance de retrouvailles fraternelles, de partage des valeurs de l'excellence et de solidarité, mais surtout de magnificence, du succès de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle dont les LTDK demeurent une référence. Plus que des camarades, l'amicale des anciens élèves du lycée technique d'Ankasawa de Maradi est aujourd'hui une famille, à travers cette initiative qu'elle a mise en place et qu'elle a su perpétuer au fil des années. Le prix d'excellence qui récompense les 7 meilleurs bacheliers du lycée d'Ankasawa est en adéquation avec les grandes orientations de la lettre de mission à nous confier par le président de la République. Le clou de la cérémonie a été la remise des prix aux lauréats de cette 16e édition baptisée Prix Dr Farmo Moumouni. Il s'agit des candidats au baccalauréat professionnel session 2025 qui ont obtenu les meilleures notes dans les différentes séries enseignées au LTDK. Pour couronner le tout, des témoignages de satisfaction ont été décernés au ministre de l'Enseignement et de la Formation technique et professionnelle et à la présidente d'honneur de l'édition 2025. Au Burkina Faso, en marge de la cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à la primature, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo s'est exprimé sur l'entroi de l'avènement du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Le point avec Mariama Tamboura. Cérémonie mensuelle de montée des couleurs nationales à la primature du Faso. Sous le drapeau, le moment est solennel. Le personnel de l'institution renouvelle un engagement fort, celui de toujours être au service de la nation. Cette montée des couleurs nationales est une occasion pour expliquer davantage les enjeux de la révolution progressiste populaire. Cette révolution, notons-le, bourgeonne depuis l'avènement du MPSR 2. Au cœur de cette dynamique historique se dresse un homme, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, dont la vision claire et le courage sans faille ont su canaliser les aspirations profondes de notre peuple. Sa vision audacieuse est un pacte sacré avec chaque Burkinabé, une feuille de route exigeante pour la reconquête de notre honneur national. Une adhésion et un engagement qui se renforcent chaque jour autour de plusieurs initiatives présidentielles. Désormais, le Burkina Faso n'est plus spectateur de son histoire, mais est devenu l'acteur principal et le premier bénéficiaire. En cette période agricole, la mobilisation citoyenne pour la production, à travers l'offensive agro-silvopastorale, est un autre champ de bataille où se joue notre souveraineté. Cette adhésion se manifeste également par le soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie. La route est encore longue, relève cependant le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Et c'est pour cela qu'il appelle à l'union sacrée derrière la vision portée par le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré.
La CANAM intensifie la sensibilisation sur le RAMU à travers une campagne nationale. Du 10 au 28 août dernier, une mission d'information et d'échange a sillonné 5 régions du Mali avec pour ambition d'élargir le dispositif à l'ensemble du pays. Il s'agissait des régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Le commentaire est de Bemba Sibi. 5 régions, un objectif, élargir la couverture sociale en informant les populations sur les avantages du régime d'assurance maladie universelle RAMU. Une mission de la Caisse nationale d'assurance maladie du Mali a sillonné les régions de Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti et Gao. Il s'agit à travers ce périple d'étendre la couverture maladie à l'ensemble de la population malienne, ceci en donnant la bonne information. Le régime d'assurance maladie universelle RAMU est bien plus qu'un projet technique. Il est le symbole d'une vision sociale ambitieuse, celle d'un Mali où chaque citoyen, qu'il soit dans le secteur formel ou informel, puisse accéder aux soins sans sombrer dans la précarité. Cette initiative est non seulement à saluer, mais aussi elle contribue au renforcement de l'adhésion de la population à la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle, quête que recherchent les plus hautes autorités de notre pays. Le RAMU, qui est inscrit dans la politique nationale de protection sociale, constitue un chantier majeur de la protection sociale. Son appropriation est une priorité de la Caisse. Plusieurs séances d'information ont déjà été effectuées, mais cette nouvelle campagne se veut plus inclusive et approfondie. Les rencontres régionales organisées en collaboration avec le projet ARISA Kenya Iriwali ont rassemblé près d'une centaine de participants par localité. Au terme des échanges, ces derniers ont eu une meilleure compréhension de l'innovation dans la couverture maladie qu'est le RAMU. Pour le RAMU, si les mutuelles sont mises en place au niveau de tous les cercles, ça va permettre au RAMU d'être opérationnel. Les participants et participantes ont suivi avec un grand intérêt cet atelier parce que ça permet aux uns et aux autres de connaître la définition du RAMU. C'est-à-dire le RAMU est fait pour permettre de couvrir l'intégralité sanitaire. C'est une très belle chose pour tout le Mali, surtout pour la région de Gao, précisément en Sango, en cette période de crise. Si on arrive à avoir une assistance médicale qui prend tout le monde en charge, je crois que c'est déjà quelque chose et c'est bénéfique pour tout le monde. Au cours de ces séances de sensibilisation, les responsables des différents services techniques ont été outillés sur le montage technique et institutionnel du dispositif. Un volet spécifique a également été consacré à la lutte contre la fraude, un enjeu majeur pour assurer la viabilité financière du régime et préserver la confiance des assurés. Les échanges ont abouti à des recommandations visant à améliorer l'efficacité, la transparence et l'inclusivité du système afin de garantir le succès du RAMU. Place à notre chronique santé. À présent, les professionnels du domaine se penchent ce soir sur un problème de santé méconnu du grand public. Il s'agit de l'andropause, définie comme un déficit hormonal. Je vais y arriver, généralement lié à l'âge. L'andropause touche particulièrement les hommes dont l'âge se situe dans la quarantaine et plus. Elle se manifeste par la baisse de la testostérone. Par exemple, suivant Awa Traoré qui va nous édifier davantage. C'est la première fois pour moi d'entendre ces mots. Je connais la ménopause pour les femmes, mais je ne sais pas que l'andropause existe pour les hommes. Tout comme Abdraman Aïdara et Ibrahim Sanogo, beaucoup d'hommes ignorent la ménopause masculine ou l'andropause. De la perte de libido en passant par des troubles rectiles ou encore par la déprime, l'andropause est la diminution de la production de testostérone chez l'homme, une hormone mal sécrétée par les glandes surrénales. Avec l'âge, tous les organes chez l'homme, je veux dire avec grand H, vont avoir, et tous les systèmes vont se détériorer progressivement avec le temps. On peut dire que globalement, à peu près 20% des hommes au-delà de 50 ans vont présenter progressivement une diminution de la production de testostérone et à 70 ans, cela peut monter jusqu'à 50% des hommes. Même si la cause principale de l'andropause est liée au vieillissement, néanmoins, une mauvaise hygiène de vie peut prédisposer à ce trouble hormonal.
On ne peut pas forcément dire qu'on va éviter le déficit androgénique lié à l'âge, mais par contre, on peut en atténuer les effets sur l'organisme. Et c'est là par des bons comportements en termes d'hygiène et en termes d'alimentation. En tant qu'homme, et même en tant que femme aussi, évidemment, une activité physique et sportive régulière. La baisse de testostérone peut survenir à tout âge. On parle alors d'hypogonadisme. Par contre, l'andropause apparaît après 40 ans chez certains hommes. Les patients consultent généralement en raison d'une baisse de la libido et des performances sexuelles. Le traitement, il est hormonal. C'est l'apport d'androgènes, en l'occurrence la testostérone. C'est donc le produit qu'on injecte. Il faut améliorer le niveau de production de testostérone. Et sur le plan alimentaire, on sait que le gingembre, le gingembre apporte, stimule les glandes surrénales pour les faire produire la testostérone. Et l'œuf sous toutes ses formes, le jaune d'œuf apporte du zinc qui participe à l'amélioration de la qualité des rapports sexuels. Moi, je ne conseille pas les aphrodisiaques. Une fois que le mal persiste, certaines causes de ces dysfonctionnements peuvent être traitées et permettant ainsi la disparition ou la diminution des signes cliniques. Quand ceci arrive, les traitements sont des traitements essentiellement de substitution. Mais il faut d'abord faire la preuve véritablement qu'il s'agit de phénomènes qui sont liés à la diminution du taux de testostérone circulante. Même s'il n'y a pas de pause à proprement parler, l'homme à un certain âge peut présenter des difficultés d'enfantement. Chez l'homme, on peut toujours faire des enfants à un âge assez avancé, mais la qualité de ces enfants-là aussi est affectée. Donc, moi, je conseille aux gens de se marier dans des âges raisonnables. Et nous allons terminer avec un peu de lecture. Vous avez 2 ouvrages aujourd'hui récemment publiés aux éditions La Qualita en 2024 et 2025. L'auteur est notre confrère Seydouna Oumar Diko. Vous avez d'abord Sur les chemins de Rance entre Kram et Jujubier, récit personnel et mémoriel qui révisite la vie à Nioro et les grandes figures du Mali. Autrement, une œuvre autobiographique qui retrace la vie des journalistes Tanga entre eau trouble et tempête. Et la deuxième parution est Nioro du Sahel, 60 constellations tutélaires, premier tome d'une fresque dédiée aux hommes et femmes ayant marqué l'histoire de sa ville natale en 1948 et 1968. L'auteur, c'est notre confrère Seydina Oumar Diko. Sur ce prend fin cette édition que j'ai eu grand plaisir à vous présenter. Je vous retrouve, je l'espère, demain, même heure, même plateau et surtout, soyez au rendez-vous. Un grand merci à nos téléspectateurs de Badjangara, de Sanga et de Koro. À demain.